Quand on tape intégrale dans le dictionnaire Larousse, une définition qu'on trouve limite lorsqu'elle existe de somme d'un nombre indéfiniment croissant d'éléments indéfiniment petits construits en divisant indéfiniment le domaine de définition d'une fonction. Vous aussi vous avez rien compris, pas de panique, on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est qu'une fonction Riemann intégrable. Fait suite à la précédente vidéo qui a introduit les sommes de Darboux et les sommes de Riemann. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mets le lien juste en haut ici et je vous encourage à regarder ça avant qu'on commence cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on va voir ensemble aujourd'hui fonction Riemann intégrable. Avant de passer au cœur de la vidéo, je vous encourage à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça permet de mieux référencer la chaîne sur l'algorithme YouTube. Et promis, tout le contenu qu'on va poster ici, ça va vous plaire. Allez. N'oublie pas d'activer la cloche. Alors donc on se retrouve pour le chapitre consacré aux fonctions Riemann intégrables. On va voir ce cours avec des définitions et des théorèmes, comme tout cours de maths on est obligé d'en passer par là, mais on va essayer de tout bien expliquer, de donner des exemples, de manière à ce que vous compreniez intuitivement tout ce qui se passe. Je rappelle encore une fois que tout le cours que je présente ici est tiré d'un document de Jean-Christophe Breton. Je vous remets encore une fois le lien de son travail dans la description. C'est vraiment un super document si vous voulez approfondir tout ça. Alors première définition. Dans cette définition, on va commencer de but en blanc par définir qu'est-ce qu'une fonction Riemann intégrable. On va commencer par prendre donc une fonction f qui va de AB dans R, et on va dire qu'elle est Riemann intégrable sur AB si pour tout epsilon strictement positif, il existe une subdivision S telle que ces sommes de Darboux vérifient la propriété suivante. Il faut que la somme de Darboux A plus de Fs moins la somme de Darboux A moins de Fs soit plus petite que epsilon. Donc on veut que pour tout epsilon strictement positif, on puisse trouver une subdivision S qui soit telle que l'écart entre les sommes de Darboux A+, et A- soit inférieur à epsilon. Ce qu'on a en particulier, c'est qu'une fois qu'on a trouvé une subdivision S qui vérifie cette propriété, évidemment, toutes les subdivisions S' plus fines que S vont également fonctionner. C'est donc ce qu'on va écrire en remarque juste en dessous. Maintenant, on va se servir de la définition qu'on vient d'établir pour trouver une égalité entre le sup sur les sommes de Darboux inférieures et l'inf sur les sommes de Darboux supérieures. C'est souvent de cette manière qu'on a tendance à présenter les fonctions Riemann intégrables en classe préparatoire, donc on va procéder de cette manière dans cette vidéo. Donc ça va faire l'objet d'une nouvelle proposition. Cette proposition, on va reprendre une fonction f qui va de AB dans R. Et on va supposer que cette fonction f, elle est Riemann intégrable. Évidemment, c'est sous-entendu qu'elle est Riemann intégrable sur AB. Et maintenant, ce qu'on va essayer d'établir, c'est que du coup, le sup des A- va être égal à l'inf des A+. C'est une propriété qui est vraiment hyper importante parce qu'on obtient une égalité pour les fonctions Riemann intégrables entre la plus grande des sommes de Darboux inférieures et la plus petite des sommes de Darboux supérieures. Et dans ce cas-là, cette valeur commune, c'est ce qu'on va appeler la valeur de l'intégrale de f. Dans un premier temps, on va commencer par proposer une démonstration de cette proposition. On se rappelle déjà que les sommes de Darboux inférieures, elles sont toujours majorées par les sommes de Darboux supérieures. De plus, au fur et à mesure qu'on affine la subdivision S, on va avoir une suite de sommes de Darboux inférieures qui va être croissante. C'est ce qu'on va écrire ici. La suite des A- de Fs, c'est une suite croissante au fur et à mesure que les subdivisions S se raffinent. On avait vu aussi dans la précédente vidéo, que je vais prendre le temps de rappeler rapidement ici, c'est que pour une subdivision S donnée, on a toujours l'inégalité que A- de Fs est plus petite que A+ de Fs. Et on va avoir également quelque chose de similaire dans le cas où on a une subdivision qui est plus fine qu'une autre. Voilà les deux inégalités qu'il faut également retenir dans le cadre où on a des subdivisions qui se raffinent. Et qu'au fur et à mesure où la subdivision se raffine, on va avoir A- qui va croître et on va avoir A+ qui elle va décroître. Et du coup, la proposition nous demande de prouver il y a une valeur commune à ces deux suites adjacentes au fur et à mesure que la subdivision va se raffiner. Ce qu'on déduit déjà de ces deux inégalités, c'est que A- Fs, ça va être une suite au fur et à mesure que S se raffine, qui va être croissante majorée. Donc on va bien pouvoir définir le sup sur cet ensemble-là. Donc le sup de A- Fs va bien exister sur l'ensemble des subdivisions. On va faire exactement le même raisonnement pour avoir l'inf de A+, qui va lui aussi exister. Pourquoi? Parce que A plus Fs, cette fois, c'est une suite qui est décroissante, minorée, donc ça sera OK. Et ce qu'on obtient à ce moment-là, on va réutiliser la définition qu'on a proposée juste avant. Ce qu'on va avoir, c'est que pour tout epsilon strictement positif, on va obtenir l'inf de A+, Fs sur S, moins le sup des A-, qui va être majoré par epsilon. Et ça, ce que ça signifie, comme on a une quantité dans le membre de gauche qui ne dépend pas de epsilon, et qu'on a une inégalité qui est vérifiée pour tout epsilon, ça signifie que
le membre de gauche est égal à 0. Maintenant qu'on a établi que les sommes de Darboux inférieures et supérieures, elles avaient une limite commune au fur et à mesure que la subdivision S se raffine, on va pouvoir définir proprement la notion d'intégrale de Riemann d'une fonction f. L'intégrale de Riemann d'une fonction f, ça va donc être la valeur commune prise par l'inf dA+, et le sup dA-. C'est ce qu'on va donc bien définir dans la définition qu'on a juste ici. Il faut considérer une fonction f qui part de AB, qui a valeur dans R et qui est Riemann intégrable, et on va définir son intégrale sur AB comme étant la valeur commune prise par le sup dA- et dA+. Voilà donc comment est-ce qu'on définit l'intégrale d'une fonction f sur un segment AB. Et là, vous allez pouvoir me dire qu'il y a quand même un petit truc qui cloche par rapport à ce que vous avez vu en première année de classe prépa. Et que jusqu'à maintenant, je raisonne sur des sommes de Darboux, alors que dans le programme des classes prépa, on raisonne plus volontiers sur les sommes de Riemann. D'ailleurs, le calcul des sommes de Riemann, ça doit faire partie intégrante du chapitre d'intégration. Et en fait, ce que je vais vous prouver juste maintenant, c'est que raisonner en termes de sommes de Darboux ou en termes de sommes de Riemann, c'est équivalent. Ça fait l'objet du théorème suivant. Le théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous dire que la convergence des sommes de Darboux et la convergence des sommes de Riemann, c'est deux notions qui sont équivalentes. C'est ce qu'on écrit donc dans ce théorème, la convergence des sommes de Darboux et la convergence des sommes de Riemann sont équivalentes. Comment est-ce qu'on va faire pour démontrer ce théorème? C'est le gros morceau de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la démonstration de ce théorème, donc accrochez vos ceintures et on part pour une belle démonstration. Alors, on va commencer par considérer une fonction f dont les sommes de Riemann convergent vers une valeur L. La fonction petit f, du coup, elle est bornée, et on va avoir que pour tout epsilon strictement positif, il existe une partition de AB qui va être telle que la somme de Riemann de f pour la partition S et pour le pas alpha, moins la valeur L va être compris entre moins epsilon sur 2 et epsilon sur 2. Définition de la convergence d'une somme vers un réel L. Donc pour tout epsilon strictement positif, il existe une subdivision S, et cette subdivision S, on la note à 0 jusqu'à AN de AB, qui est telle que la somme de Riemann de F pour la subdivision S et de pas alpha, moins la limite L, elle est comprise entre epsilon sur 2 et moins epsilon sur 2. Ça va être vérifié du coup pour toute somme de Riemann qui va être de pas ρ de S assez petit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plus précisément ce qui se passe sur chaque intervalle de la forme AJ plus 1. Donc on va se placer avec un J qui appartient à l'ensemble 0, n-1, et on va regarder sur AJ plus 1, on va déjà définir le max que prend la fonction f sur cet intervalle, et le minimum que prend la fonction f sur ce même intervalle. Maintenant qu'on a défini grand MJ et petit MJ, on va essayer de contrôler la distance entre A+, et une somme de Riemann précise, mais également la distance entre A- et une autre somme de Riemann précise. Pour faire ça, je vous rappelle la définition de A+ et de A-. A+ de Fs pour la subdivision S qu'on vient déjà d'exprimer, c'est la somme des grands MJ, AJ plus 1 moins AJ, et A-, c'est son pendant inférieur. Maintenant, ce qu'on souhaite, nous, c'est trouver une somme de Riemann dont on peut contrôler la distance avec A+, et une autre somme de Riemann dont on peut contrôler la distance avec A-. Pour faire ça, on va travailler localement autour de grand MJ et autour de petit MJ. Ce qu'on va donc faire, c'est que déjà, ce qu'on constate, c'est que dans la somme, on a ici AJ plus 1 moins AJ. Si on arrive à sortir grand MJ, par exemple en contrôlant la distance entre grand MJ et un f de xj, on va se retrouver avec uniquement la somme des AJ plus 1 moins AJ. Donc on va se retrouver avec B-A. Donc déjà, on veut trouver un point qui est suffisamment proche de MJ, mais dont la distance, elle est divisée par B-A, de manière à ce que les deux s'annulent après dans le calcul. Vous allez comprendre un peu plus tard si vous ne voyez pas tout de suite de quoi est-ce que je veux parler. Donc là, on veut un point xj qui est telle que la distance entre f de xj et mj, elle va être plus petite que epsilon sur 2b-a. De la même manière, on veut trouver des points yj entre aj et aj plus 1 qui vérifient la même chose pour petit mj. Et maintenant qu'on a fait ce travail, on va pouvoir aller calculer la distance entre A+ et la somme de Riemann où on prend les f de xj, et A- et les sommes de Riemann où on prend les f de yj. Donc on va commencer par calculer la distance entre A+ et la somme des f de xj, aj plus 1 moins aj. On va pouvoir du coup tout regrouper dans une même somme et obtenir la somme des grands mj moins f de xj fois aj plus 1 moins aj. Et maintenant on va pouvoir utiliser la caractérisation de xj, à savoir que mj moins f de xj c'est majoré par une quantité qu'on a écrite comme étant epsilon sur 2b-a. Donc voilà ce qu'on trouvait encore une fois maintenant par télescope, la somme des aj plus 1 moins aj, ça va être égal exactement à b-a. Donc on va pouvoir supprimer le b-a qu'on a au dénominateur et le b-a qu'on a au numérateur. Et on va finir par trouver uniquement une majoration en epsilon sur 2.
Vous comprenez maintenant qu'on va faire exactement la même chose avec A- et les f de yj. Et on va trouver encore une fois exactement la même majoration, à savoir epsilon sur 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? On peut passer à la limite sur les sommes de Riemann. On sait que les sommes de Riemann de f, elles convergent vers la valeur L. Donc en passant à la limite sur les sommes de Riemann, on va obtenir quoi? On va obtenir que A plus moins L est majoré par epsilon, et que L moins A moins, c'est encore majoré par epsilon. Et donc, in fine, ces deux inégalités, elles nous reprouvent que la distance entre A+, et A-, elle est majorée par epsilon. Et donc, qu'est-ce qu'on a prouvé ici? On a prouvé que si les sommes de Riemann, elles convergeaient vers une valeur L, alors les sommes de Darboux, elles convergent, elles encore, vers la valeur L. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les deux inégalités qu'on a écrites en premier, savoir que A plus moins L, c'est majoré par epsilon, et idem pour L moins A-, c'est valable pour tout epsilon strictement positif, et dans le membre de gauche, on n'a plus rien qui dépend de epsilon. Et enfin, donc, ce qu'on a prouvé, c'est que pour tout epsilon, il existe une subdivision qui est telle que la somme de Darboux supérieure et la somme de Darboux inférieure, elles sont proches de L à epsilon près. Ça, c'est la définition de dire que A+ converge vers L et que A- converge vers L. Et ce qu'on a donc prouvé, c'est que la valeur L, c'est la valeur exacte de l'intégrale de f entre A et B. Je vous rappelle que par définition, on a établi que l'intégrale de f entre a et b, c'était la limite commune. Maintenant, il nous montre à prouver l'autre sens, c'est-à-dire que si les sommes de Darboux convergent, il faut prouver que les sommes de Riemann convergent également vers une limite commune. Ce sens-là va être beaucoup plus simple, parce que dans la vidéo précédente, on avait déjà prouvé que les sommes de Riemann, elles sont enfermées entre les sommes de Darboux inférieures et les sommes de Darboux supérieures. Donc réciproquement, on va supposer que f, elle vérifie la convergence des sommes de Darboux. Donc voilà, supposons que cette valeur L, qui est commune au A+ et au A-, elle vérifie la propriété qu'on a établie précédemment, à savoir qu'elle est égale à l'inf des A+, et au sup des A-. On va en déduire une caractérisation de cette limite avec des quantificateurs de la même manière que ce qu'on a fait précédemment pour les sommes de Riemann. Donc ce qu'on en déduit, c'est que pour tout epsilon, il existe une subdivision S qui va vérifier que la distance entre A+ et A- elle est majorée par epsilon, et donc a fortiori, que la distance entre A+ et L et que la distance entre L et A- sont elles aussi majorées par epsilon. Maintenant, on va se servir du fait que les sommes de Riemann, elles sont enfermées entre A- et A+, pour prouver que les sommes de Riemann, elles convergent, elles encore, vers cette même valeur L. Donc on va considérer une subdivision S inclus dans S' et une somme de Riemann R de f S' alpha. Donc maintenant, on va considérer une subdivision S' qui est plus fine que S. Et on va considérer une somme de Riemann R de f S' alpha. Ce qu'on va avoir, c'est encore une fois, on va d'abord définir la croissance des A-, la décroissance des A+, et le fait que les sommes de Riemann sont enfermées à chaque fois entre les deux. Donc voilà la longue inégalité qu'on a écrite. On a commencé par dire que A- fs moins L, elle était plus grande que moins epsilon. Ensuite, on a dit que A- de f S' moins L, elle était supérieure à A- fs moins L. Ça, c'est parce que S', elle est plus fine que S. Ensuite, on a dit qu'on avait enfermé les sommes de Riemann à l'intérieur entre les A- et les A+. Et ensuite, on a établi ici que les A+, c'était une suite qui était décroissante au fur et à mesure que les subdivisions deviennent de plus en plus fines. Comme S' est plus fine que S, on a bien A plus Fs' moins L qui va être plus petite que A plus Fs moins L. Et le tout est encore une fois plus petit que epsilon par définition, c'est ce qu'on a établi. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a prouvé? On a encore une fois prouvé que les sommes de Riemann f S' alpha moins L, c'était une suite qui converge vers 0, qui en fait se fait enfermer entre moins epsilon et epsilon. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les sommes de Riemann de f, elles convergent, elles encore, vers L. Et voilà, cette démonstration touche à sa fin. On a donc réussi à montrer qu'il y avait équivalence entre convergence des sommes de Darboux et convergence des sommes de Riemann. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on avait défini dans un premier temps la Riemann intégrabilité d'une fonction comme étant les fonctions pour lesquelles les sommes de Darboux supérieures et les sommes de Darboux inférieures convergent vers une limite commune. Maintenant qu'on a ce théorème, on peut également dire que les fonctions Riemann intégrables sont exactement les fonctions dont les sommes de Riemann convergent. Donc, in fine, quand on vous demandera maintenant qu'est-ce qu'une fonction Riemann intégrable, vous pourrez répondre, c'est les fonctions pour lesquelles les sommes de Riemann convergent. Donc voilà, c'est ce qu'on va expliquer dans la remarque, et on va faire un petit parallèle avec le programme de prépa dans lequel on traite des sommes de Riemann. On a établi ici que les fonctions qui étaient Riemann intégrables sur AB sont les fonctions pour lesquelles les sommes de Riemann convergent. On va donc
approfondir un peu cette notion de convergence des sommes de Riemann dans quelques remarques qui vont se succéder et qui vont faire écho au programme de prépa. Régulièrement, en fait, quand on parle de somme de Riemann, on parle de somme de Riemann sur la subdivision uniforme. Donc les sommes de Riemann les plus classiques qu'on va considérer, c'est les sommes de Riemann qui vont être découpées sur une subdivision uniforme avec un pas constant. Et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en cas de convergence des sommes de Riemann, c'est-à-dire en cas de Riemann intégrabilité, on va définir l'intégrale de f sur AB de la manière suivante. On va définir l'intégrale de f sur AB comme la limite qu'on appelle ici des rectangles à gauche, c'est-à-dire de b-a sur n, somme pour i égale 0 à n-1. On aurait pu faire la somme pour i égale 1 à n. Ici, voilà comment est-ce que vous pouvez définir de manière explicite la notion d'intégrale sous la forme de la limite d'une somme. Et ce résultat, c'est donc ce qu'on peut encadrer à la fin de cette vidéo, c'est ce qu'on s'est acharné à montrer pendant tout le long de cette vidéo, c'est de montrer que l'intégrale d'une fonction Riemann intégrale, c'est exactement la limite de ces sommes de Riemann. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, et n'hésitez